Bonjour à tous, un grand merci d'être venus. Je voudrais remercier également l'Association Culture et Démocratie de m'avoir donné la chance de m'associer à leurs travaux et particulièrement Baptiste et Christelle qui sont les chevilles ouvrières de toutes les actions menées. Voilà, donc je voudrais toutes les remercier et également, évidemment, vous d'être venus aujourd'hui. Alors, effectivement, moi je vais assumer mon rôle qui était défini, c'est-à-dire envisager le droit de participer à la vie culturelle par rapport aux politiques culturelles. Et je vais, dans un deuxième temps, situer ce que M. Regour devait faire, donc situer la notion de droit de participer à la vie culturelle par rapport à d'autres notions, l'exception culturelle et la diversité culturelle. Mais ma contribution à ce sujet sera plus brève, puisque c'était M. Regour qui devait le faire, et que donc j'ai commencé à étudier la question mercredi, donc forcément, ça ne va pas être aussi détaillé que ce qu'il aurait pu vous faire comme exposé. Donc d'abord, premier enjeu, ce que je devais faire, droit de participer à la vie culturelle et politique culturelle. Premièrement, quelques mots de contexte, d'introduction générale. Vous n'êtes pas sans savoir que, d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de politique culturelle? Que dans notre pays, et en France également, plus ou moins, on peut dire que les grands récits qui ont guidé l'action culturelle sont au moins au nombre de 3. D'abord, il y a eu les politiques qu'on a dit, les politiques de rassemblement, c'est-à-dire de rassemblement des citoyens autour de l'imagination d'une communauté d'histoire, de valeurs, par la mise en valeur d'un patrimoine commun. C'était des politiques donc artistiques en fait plutôt que culturelles, qui étaient essentiellement concentrées sur la question de la conservation et de la promotion du patrimoine culturel. Et avec ça, l'éducation d'une élite qu'il convenait de faire rayonner dans les autres États-nations. À cette politique artistique nationaliste se sont succédés 2 autres grands récits de l'action culturelle, la démocratisation de la culture dans les années 50-60 et très rapidement la démocratie culturelle. Bon, j'imagine que vous êtes tous familiers avec ces notions, mais pour ceux qui ne le seraient pas, qu'est-ce que c'est la démocratisation de la culture? C'est une politique centrée sur la valeur esthétique des œuvres, jugées les plus significatives, et qui vise à poursuivre l'objectif de promotion de la fréquentation par le plus grand nombre des activités culturelles. Concrètement, on met des politiques en place visant à soutenir les artistes et à multiplier surtout les lieux de diffusion, permettant ainsi à chacun d'avoir un accès d'abord géographique en réalité à la culture. Donc c'est une politique essentiellement institutionnelle qui vise donc à créer des lieux de culture décentralisés. Alors les mouvements culturels et sociaux de mai 68 vont fortement critiquer cette pensée. Bon, je sais qu'il y en a certains dans la salle qui ont fait partie de ce mouvement, donc je ne vais pas m'étendre sur la logique, mais donc ils ont prôné un nouveau modèle qui s'appelle la démocratie culturelle. C'est quoi? C'est une autre politique qui, elle, est nourrie notamment d'une critique radicale de la consommation culturelle et de la culture de masse, accusée d'être passive, purement réceptive, non critique, abrutissante et démobilisante, en plus d'être jugée bourgeoise et reproduisant les inégalités sociales. La critique, c'est qu'elle ne laisse place aucunement à l'action, et donc on va développer une autre politique, la démocratie culturelle, qui sera, qui revêtra des formes différentes selon les secteurs, mais dont l'objectif général, théorisé par M. Hichter, c'est de permettre à chacun d'être acteur de sa propre vie, de développer sa propre conception du monde, et donc il y a par là une valorisation de toutes les vies culturelles, de toutes les conceptions du monde. À ces grands récits des politiques culturelles que vous connaissez sans doute mieux que moi, qui ont marqué le développement des politiques culturelles telles qu'on les connaît, se sont ajoutés ces dernières années d'autres objectifs. La diversité culturelle, l'interculturalité, le multiculturalisme, des objectifs qui, par certains aspects, se sont quelque peu éloignés de la perspective, on va dire, citoyenne, ou structurée autour de l'idée plus ou moins forte et plus ou moins remise en question de cohésion sociale, qui était développée dans les années 60. Alors, à l'empilement évident des fonctions des politiques culturelles auxquelles qu'on constate aujourd'hui, donc rassemblement, démocratisation, démocratie, diversité culturelle, c'est adossé, selon beaucoup d'auteurs qui analysent ces politiques, un véritable essoufflement de l'ensemble de ces fonctions. Donc, non seulement un empilement qu'on constate dans d'autres politiques publiques, mais également une forme d'essoufflement. Il y aurait, selon la plupart des auteurs consultés, un problème de lisibilité des politiques culturelles et une perte globale d'intérêt du politique, des élus,
pour l'objet même de l'action culturelle publique. Alors, selon nous, mais ça c'est une hypothèse qu'il faudrait encore demander à être vérifiée, mais justement cet empilement des fonctions et cette perte de lisibilité rend ces politiques d'autant plus perméables à des discours comme celui des droits fondamentaux. Et c'est à mon sens ce qui explique qu'on constate une montée en puissance de ce référentiel des droits fondamentaux dans les politiques culturelles, d'abord au niveau international, au niveau de l'UNESCO, qui a eu tendance à faire de ces droits culturels le nouveau référentiel, sans doute parce que plus consensuel que les autres référentiels existants, et puis également maintenant, plus ou moins au niveau national. Or, comme nous allons le voir maintenant, cette importance croissante du référentiel des droits culturels pour les politiques culturelles n'est pas sans poser de questions. D'abord parce que ces droits sont restés parmi les moins développés de tous les droits humains que l'on connaît, conceptuellement, juridiquement, mais même politiquement. Il est parfois compliqué même d'identifier en réalité l'idée politique qui est poursuivie par ces droits. Deuxièmement, parce qu'il peut y avoir un certain danger à vouloir pallier un débat démocratique sur l'action publique en matière culturelle, qui, comme on l'a dit, est considérée comme étant épuisée ou asséchée, par un recours à des notions considérées comme étant consensuelles, que sont, par exemple, les droits culturels, dont on imagine qu'ils fournissent des lignes d'action claires et par rapport auxquelles on n'a plus besoin de réfléchir, entre guillemets. Donc là, voilà en gros les deux dangers que l'on va traiter maintenant. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de rentrer dans le vif du sujet après cette petite mise en contexte. D'abord, de définir, autant que faire se peut, ce qu'est le droit de participer à la vie culturelle en droit international et en droit constitutionnel belge, de s'interroger sur la portée aussi de cette définition et sur son rapport avec les politiques publiques en matière culturelle. Ça, c'est le premier temps, donc définition. Deuxième temps, on voudrait, dans le temps imparti, traiter de la question de la mesure dans laquelle les politiques culturelles actuelles se montrent réellement perméables à la question des droits fondamentaux. En particulier, on va essayer de voir, est-ce qu'on peut vraiment conclure, au terme de l'évolution des textes législatifs et politiques relatifs aux politiques culturelles, que le droit de participer à la vie culturelle constitue vraiment un principe fondamental des politiques culturelles ou un nouveau référentiel guidant ces politiques. Et on peut se demander dans le même temps, est-ce que ce droit constitue vraiment l'argument principal utilisé pour articuler, concilier, mettre en conflit les différentes demandes socioculturelles? Et enfin, dans un troisième temps de cette deuxième question, il s'agit de se demander si, sur le terrain, les acteurs des politiques culturelles se saisissent vraiment de cette question des droits fondamentaux et des droits culturels. Est-ce qu'ils l'envisagent comme un outil de revendication, notamment judiciaire? Est-ce qu'il est perçu par eux comme étant vraiment la nouvelle politique culturelle? Et je vous rassure tout de suite, la plupart de ces questions sont ouvertes, c'est-à-dire que j'y apporte certains éléments de réponse, mais voilà, je vous laisse aussi libre d'y répondre. Troisième question qui me semble importante de poser, c'est finalement quel est l'impact de cette montée en puissance du référentiel du droit de participer à la vie culturelle, si elle existe, sur la reconstruction et l'approfondissement que tant d'auteurs démontrent comme étant nécessaires des politiques culturelles. Est-ce que ces droits participent ou participeraient à un déclin de la politique dans le champ culturel? Est-ce qu'ils renforceraient le débat public sur les questions culturelles? Nous verrons. On va essayer de dessiner les conditions dans lesquelles les droits fondamentaux peuvent, à notre sens, jouer un rôle positif dans la reconstruction des politiques culturelles, ce qui n'est pas forcément évident. Premièrement, donc, la définition du droit de participer à la vie culturelle et sa conséquence inhérente, la formulation des politiques culturelles en tant qu'obligation déduite de droits fondamentaux. Les droits culturels. Donc, premier point, donc, les droits culturels et le droit de participer à la vie culturelle, en soi, en fait, n'ont fait l'objet d'une positivation, d'une juridicisation assez tardive. Même si leur source remonte en réalité à la Déclaration universelle, donc de 1948, sur des droits de l'homme et du citoyen, en réalité, leur régime juridique n'a été développé qu'assez tardivement. Donc, ça reste des notions assez floues, assez flexibles. Les sources les plus pertinentes, c'est évidemment l'article 15 du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
et comme l'a dit le professeur Marc Verdusson, l'article 23 de notre constitution belge, dont on peut d'ailleurs d'emblée s'interroger sur la formulation du droit à l'épanouissement culturel et social. En réalité, dans le cadre de ma thèse, j'ai été interroger les auteurs de ce droit. En fait, la formulation vient plus d'un échange autour d'une bière spéciale que d'une réelle réflexion sur le sens de ce mot épanouissement culturel et social. Ils ont juste trouvé ça sympa, d'après leurs termes. Hein. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif, à travers je ne citerai pas de nom ici, mais voilà, à travers la consécration de ce droit à l'épanouissement culturel et social, ce qu'il y a d'important de voir, c'est qu'en fait, on visait le droit de participer à la vie culturelle, entendu comme dans son lien avec les politiques de démocratisation et de démocratie culturelle qui sont explicitement citées dans les travaux parlementaires de l'article 23. Voilà. Alors, les droits culturels, qu'est-ce que c'est? C'est une catégorie de droits, plus exactement un ensemble, qui reste pour l'instant encore assez nébuleux. Il faut bien le savoir. En fait, le libellé droit culturel n'est invoqué dans les instruments de protection des droits fondamentaux qu'à une reprise, dans le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, pacte adopté au niveau des Nations Unies, obligatoire pour la Belgique. Le pacte, dans son article 15, cite ce qu'il entend comme étant les droits culturels. Et il évoque, à ce titre, le droit de participer à la vie culturelle, le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, le droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute protection scientifique, littéraire ou artistique, et enfin la liberté scientifique et culturelle. Un ensemble de droits, donc, dont on voit d'emblée qu'ils peuvent être antagonistes, parce qu'il y en a un qui couvre notamment la question des droits d'auteur et un qui couvre notamment la question de l'accès. Bon, la littérature n'hésite pas à qualifier de culturel d'autres droits que ceux repris dans cette liste à l'article 15. Donc on retrouve dans la littérature qualifié de culturel comme étant, par exemple, les droits linguistiques, le droit à l'éducation ou la liberté de culte. Et aujourd'hui, certains n'hésitent pas à qualifier également de culturel un droit en voie de reconnaissance qui est le droit à l'identité culturelle, mais dont on ne trouve pas la trace dans l'article 15. Donc la notion de droit culturel donc, reste floue et sujette à débat. Par contre, le droit de participer à la vie culturelle est un peu plus clairement défini dans l'article 15. Qu'est-ce qu'il implique? Si on fait une petite recherche, par exemple doctorale, sur ce sujet, qu'est-ce qu'il implique? Eh bien d'abord, premièrement, le droit à la liberté artistique, droit de créer, de diffuser sans entrave ses créations. Deuxièmement, le droit au maintien, à la sauvegarde et à la promotion d'une vie culturelle, forcément, auquel on va accéder et participer. Troisièmement, le droit d'accéder à la diversité de la vie culturelle. Ça veut dire le droit d'avoir, de recevoir, les moyens de dépasser les obstacles physiques, financiers, géographiques, temporels qui s'opposent à l'accès à la culture, mais aussi d'accéder à ces clés, à ces références culturelles qui permettent de renverser les obstacles psychologiques, symboliques et éducatifs à l'accès à la culture. Quatrièmement, le droit de participer à la vie culturelle, donc là c'est le versant actif, c'est-à-dire le droit de prendre part librement à la diversité des vies culturelles, de recevoir aussi les moyens concrets d'y participer sous une forme artistique et créative. Cinquièmement, le droit au libre choix de participer à la vie culturelle ou non, d'être en mesure de choisir les vies culturelles auxquelles on veut participer, donc d'avoir reçu un minimum d'informations et d'éducation sur ces vies culturelles, sans lesquelles un choix n'est pas vraiment possible. Sixièmement, et c'est très important à mon sens, un droit procédural, le droit de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques culturelles et des politiques qui concernent le droit de participer à la vie culturelle. Donc le droit de participer à un niveau politique ou à un niveau de l'action collective à la mise en œuvre de ces politiques culturelles. Et puis un principe transversal qui est le principe de non-discrimination, d'égalité et de non-discrimination dans l'exercice de ces droits. Alors, on voit à travers cette définition comment les composantes du droit de participer à la vie culturelle tentent d'organiser au mieux en fait, une conciliation entre deux pôles, un pôle liberté et égalité, conciliation que le professeur Dumont avait étudiée dans un article sur lequel je ne reviendrai pas en détail ici, mais conciliation qui est éminemment difficile à faire, complexe à réaliser entre d'une part ce pôle donc égalité, accès
à une série de vies culturelles de manière égale, et d'autre part, le pôle autonomie, liberté, liberté de créer, liberté de s'exprimer. Ça, évidemment, donc cette conciliation assez compliquée à faire. Alors, deuxième remarque, là, c'était les éléments normatifs du droit, donc ses composantes, en ce qui concerne son objet. Voilà, évidemment, il y a eu une grande évolution entre, vous imaginez bien, les textes de 48 et la conception de la culture que l'on se faisait à l'époque et ce que l'on entend aujourd'hui par la vie culturelle auquel il faut accéder. Aujourd'hui, on peut dire qu'on s'accorde pour dire que la vie culturelle auquel on permet d'accéder est une vie culturelle diverse, qu'elle ne se limite pas à la haute culture, ni à la culture nationale, ni à la culture majoritaire, mais qu'elle renvoie à l'ensemble des formes artistiques et des initiatives citoyennes, des pratiques culturelles au sens large, qui expriment de façon critique et créative le travail sur le sens porté par la culture au sens plus général. Donc en fait, il s'agit de l'ensemble des pratiques artistiques, pratiques culturelles qui travaillent le sens. Et donc voilà. Alors, un autre mouvement entend consacrer également l'identité culturelle comme objet du droit de participer à la vie culturelle. Il faut juste savoir qu'il y a une controverse sur cette proposition, qui n'a pas l'air d'être tout à fait assumée par les organes de contrôle en matière de droits fondamentaux, ni du tout par les juges qui ont eu l'occasion, c'est assez rare, mais de se prononcer sur le droit à l'épanouissement culturel. Donc là, je ne rentrerai pas dans ce débat, mais sachez qu'il y a cette controverse. Donc finalement, une fois qu'on a défini comme ça le droit de participer à la vie culturelle, on peut identifier les obligations qui découlent pour l'État. Et justement, c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit que ces obligations dessinent quelque part la politique culturelle telle qu'elle est projetée par le droit des droits fondamentaux. Première obligation, c'est l'obligation de respecter le droit de participer à la vie culturelle, de ne pas s'ingérer dans l'exercice de ce droit, de ne pas établir de discrimination, de rupture d'égalité entre les citoyens. Deuxièmement, obligation pour les États de protéger les particuliers contre les atteintes qui pourraient être portées à l'exercice de leurs droits par d'autres particuliers. Et là, on voit tout de suite que les politiques culturelles, telles que pensées par le droit des droits fondamentaux, imposent une conciliation avec le droit d'auteur, comme limite éventuelle à l'accès et à la participation à la vie culturelle. Enfin, les autorités publiques doivent réaliser le droit de participer à la vie culturelle. Là, je vois certains qui sourient déjà dans la salle. C'est-à-dire réaliser, c'est-à-dire mettre en place les institutions nécessaires ou soutenir les institutions et associations qui réalisent ce droit. C'est aussi, éventuellement, accorder des prestations à certains titulaires de ces droits qui ne pourraient pas les remplir par eux-mêmes. Finalement, on voit que ces différentes obligations dessinent une certaine cohérence pour les politiques culturelles, même si ces politiques culturelles dessinées par le droit des droits fondamentaux restent relativement indéterminées, ça reste assez vaste. Indéterminées parce que les gouvernants conservent le choix entre un certain nombre d'orientations politiques. Ils peuvent élaborer des politiques culturelles répondant à ces obligations, qui sont sur un modèle de promotion de la culture, qu'ils choisissent un modèle libéral, un modèle de démocratisation, un modèle de démocratie culturelle, un modèle de diversité culturelle. Tous ces modèles restent possibles à travers ces obligations. Deuxièmement, au-delà de ces choix, on va dire presque éthiques, ces grands choix de politique culturelle, les politiques culturelles dessinées par les obligations en termes de droits fondamentaux restent libres en ce qui concerne les solutions techniques de nature à influer sur les politiques culturelles. Donc, est-ce qu'on assortit le droit de participer à la vie culturelle d'obligations correspondantes ou pas? Ça reste ouvert. Exemple, par exemple, est-ce qu'on demande aux personnes qui bénéficient des académies de payer un droit d'entrée? Mais ça, finalement, ces obligations ne répondent pas à la question. Simplement, il y a une obligation de mise en œuvre progressive sur laquelle je reviendrai, mais elles ne définissent pas directement. Qui désigne-t-on comme titulaire prioritaire? Donc, c'est-à-dire, qui sont les publics, les personnes sur lesquelles on va d'abord insister pour la participation à la vie culturelle? Ça reste ouvert aussi. Doit-on insérer des conditions de ressources au droit aux prestations? Ça reste ouvert également. Finalement, on voit bien la pluralité et l'interchangeabilité des principes susceptibles de gouverner les politiques culturelles sur la base des droits fondamentaux. N'empêche
globalement, le principe général qui se dégage, c'est quand même l'idée d'un progrès dans la réalisation de ce droit fondamental, progrès qui est garanti par la fameuse obligation de standstill, c'est-à-dire non-régression, interdiction de recul sensible dans la réalisation de ces obligations, qui peuvent donc, à certaines conditions, être sanctionnées par le juge des droits fondamentaux. Alors, deuxième question, c'est celle de savoir, justement, est-ce qu'on peut dire que la réalisation de ces obligations se retrouve explicitement formulée dans les politiques culturelles? Autrement dit, est-ce qu'actuellement, les politiques culturelles se revendiquent expressément du droit de participer à la vie culturelle et de la réalisation de ces obligations? Alors, en fait, à première vue, dans le discours sur les politiques culturelles, le droit de participer à la vie culturelle n'apparaît certainement pas comme étant central. Alors, c'est vrai que l'accès à la culture est souvent considéré comme la pierre angulaire ou une des priorités politiques. Elle est considérée comme allant de soi, mais elle est très rarement formulée en termes de référence à des droits. Le référentiel, en fait, le plus prégnant reste celui de la décentralisation culturelle, de la diversité culturelle, de l'exception culturelle, du soutien à la création, éventuellement, quand on a un peu de courage, de la démocratisation et de la démocratie culturelle. Mais quasi jamais des droits fondamentaux tels quels. Alors, c'est vrai que dans le cadre de la diversité et de l'exception culturelle, on peut là parler d'une forme d'intégration d'un discours juridique aux politiques culturelles, puisque là, ce sont des notions qui, maintenant, sont des notions positives, hein, voilà, qui sont dans le droit positif. Mais en ce qui concerne les droits fondamentaux, à mon sens, on ne peut pas encore vraiment conclure à une juridicisation des politiques culturelles par les droits culturels. Par ailleurs, on ne peut pas considérer non plus que le droit de participer à la vie culturelle soit devenu une clé pour articuler les différentes demandes socioculturelles ou pour hiérarchiser ces demandes. D'autres critères, qui sont parfois d'inspiration juridique, sont beaucoup plus importants et beaucoup plus utilisés pour articuler ces différentes demandes, comme par exemple le pluralisme idéologique et philosophique, ou encore la notion de diversité culturelle. Donc finalement, le droit de participer à la vie culturelle est plus certainement un impensé de l'action politique en matière culturelle, dans certains domaines, mais absolument pas dans d'autres, comme par exemple les arts de la scène, où il n'est jamais évoqué et où en fait le soutien à la création est l'objectif principal, non pensé en termes de droit. Donc ici dans le papier, je faisais une analyse des accords, des déclarations gouvernementales depuis 1979, et on voit que dans ces déclarations gouvernementales, on ne parle jamais en termes de droit clairement définis, si ce n'est que, en fait, les rares fois où on en parle, c'est d'abord la défense de tous les droits des francophones de Bruxelles, des fourrons et de la périphérie bruxelloise, donc en termes finalement de défense des minorités, des droits des minorités, entre guillemets. Donc c'est l'idée que les francophones doivent pouvoir continuer à exprimer leur attachement à une certaine identité culturelle, à une vie culturelle. Voilà, ça c'était la première invocation de ce droit. Une invocation qu'on retrouve aussi dans la jurisprudence, puisque les premières fois on a cité le droit à l'épanouissement culturel, où l'article 15, c'est dans ce contexte de la défense des droits des francophones en périphérie, de l'émergence du principe de territorialité des politiques culturelles. Alors, ces dernières années, on constate une montée en puissance du thème de l'accès. On voit que l'accès est devenu une priorité politique. L'objectif dans la déclaration gouvernementale 2004-2009, c'est l'accès et la participation à la culture, favoriser les projets qui incitent les jeunes à exprimer par de nouvelles pratiques artistiques leur vision de leur vie, leurs désirs et leurs projets, soutenir les associations comme article 27 qui vise à mettre en place des tarifs préférentiels, financer les emplois dans ces associations, et régulièrement, la place de la culture à l'école est appelée à se renforcer. On insiste sur la formation des enseignants, etc. En ce qui concerne la participation, par contre, on voit que le discours se réduit. Dans la déclaration 2004-2009, on parle simplement des actions menées conjointement par l'éducation permanente sans vraiment les développer. Donc finalement, essentiellement un thème de l'accès, mais pas tellement développé en termes de droit. Et dans la dernière déclaration gouvernementale, ce qui est important de voir, c'est qu'on centre essentiellement la réflexion sur l'accès, sur la gratuité de tous au musée. Donc là encore, une vision assez on va dire, basique de l'accès et du droit de participer à la vie culturelle. En France, je ne reviendrai pas là-dessus, je reviendrai plus après dans les débats si vous voulez, mais en France, on constate aussi
que les droits culturels n'ont jamais été un référentiel vraiment important dans l'élaboration des politiques culturelles, même s'il y a eu certaines références à des droits, mais alors formulés en termes comme le droit au bonheur, le droit à la beauté, donc à des droits, mais formulés en termes non juridiques, comme objectifs généraux. Mais cependant, on constate, et c'est pour ça que c'est important de se poser la question, quand même, dans les derniers textes relatifs à l'action culturelle, une certaine forme d'intégration du langage des droits fondamentaux. D'abord dans le décret sur le champ de l'éducation permanente, sur le soutien des organisations, des associations de l'éducation permanente, on a une référence très générale à la réalisation des droits fondamentaux. Le décret relatif à la lecture publique se rapproche d'une logique similaire, même s'il n'évoque pas directement cette question. Et surtout, évidemment, le récent décret relatif aux centres culturels qui marque de façon très claire l'arrimage de l'action publique dans le secteur des centres culturels et de l'action même des centres culturels à ce référentiel du droit de participer à la vie culturelle. Donc là, il y a une intégration directe de la thématique des droits culturels qui peut être considérée comme étant une concrétisation de l'obligation de réaliser le droit de participer à la vie culturelle. Enfin, le décret sur les conditions de reconnaissance du secteur muséal semble également empreint d'une certaine réflexion sur le droit d'accéder à la culture, puisqu'il ouvre la gratuité à certaines conditions. Alors ça, c'est au niveau des grands textes, des grandes orientations. Alors au niveau des acteurs et des opérateurs de terrain, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme d'intégration de ce langage? Assez peu, en fait. On peut plutôt penser qu'il y a une forme de mise à distance, quasi délibérée par certains endroits, avec le discours sur les droits culturels et le droit de participer à la vie culturelle. En tout cas, ce discours n'est pas formulé comme un objectif central par les acteurs, et il n'est d'ailleurs quasi jamais mobilisé par les acteurs culturels dans des procédures judiciaires visant à faire reconnaître leurs droits. On peut constater l'absence de formulation en termes de droits culturels, des indignations et des réactions face aux mesures qui frapperaient le contenu même de ce droit. Par exemple, le récent débat sur l'obligation de payer dans les académies de musique n'a pas été vraiment formulé en termes de droits fondamentaux des enfants d'accéder à la culture. Ce qui peut être étonnant d'ailleurs. Donc, le droit de participer à la vie culturelle n'apparaît pas comme un outil privilégié de revendication, ce qui explique le peu de développement jurisprudentiel. Finalement, en fait, la littérature sur le sujet constate que les référentiels des acteurs, c'est la médiation culturelle et c'est une logique plutôt économique de développement de l'action dans ce domaine, mais moins la logique des droits. Donc voilà. Alors, troisième point maintenant, si la logique des droits fondamentaux venait à être plus répandue, si elle se consolidait en dehors du secteur des centres culturels, si elle en venait à gagner d'autres secteurs, est-ce qu'on peut considérer que cette intégration est souhaitable? Donc, quelle place finalement doit être réservée aux droits culturels et au droit de participer à la vie culturelle dans l'établissement, le renouveau, le développement des politiques publiques en matière culturelle? Et finalement, quel serait l'impact de la montée en puissance de ce référentiel des droits culturels, du droit de participer à la vie culturelle, sur la politique menée et les débats politiques? Est-ce qu'il renforcerait ces débats ou est-ce qu'il participerait plutôt à un déclin de ceux-ci? Bon, mais d'abord, envisageons la chose dans son aspect positif. Sur la base de la définition qu'on vient de donner du droit de participer à la vie culturelle, on voit très bien, en fait, les avantages qu'il y a à envisager les politiques culturelles en termes de droits. D'abord, cette appréhension des politiques culturelles en termes de droits fondamentaux peut contribuer certainement à une refondation au point de vue juridique et même éthique de ces politiques, en leur procurant une certaine cohérence d'ensemble, un certain angle d'analyse. On pourrait notamment repenser ces politiques en termes, donc, comme je disais, d'obligations déduites des droits fondamentaux. Donc, à un niveau plus politique, ce droit fondamental peut permettre de relégitimer une action en matière culturelle qui apparaît comme étant clairement en perte de vitesse. Son statut, d'ailleurs, au niveau européen, à l'action en matière culturelle, est à cet égard assez éloquent. Donc, elle est clairement fragilisée par toute une série de principes. Donc, finalement, en ancrant l'action publique dans le domaine culturel, dans un principe démocratique et non plus idéologique ou politique, l'idée, c'est que donc on pourrait les protéger contre un mouvement qui tend à fragiliser ces politiques.
En fait, il y aurait là un enrichissement réciproque qui permettrait de dépasser l'impasse des textes qui, tout en concrétisant dans les faits le droit de participer à la vie culturelle, ne font étrangement pas le lien avec ce droit, ce qui entraîne une rupture entre le discours théorique sur le droit de participer à la vie culturelle et les mesures concrètes qu'il réalise, mais sans le dire. De plus, repenser les politiques culturelles à partir du droit de participer à la vie culturelle permettrait sans doute de construire de nouvelles réflexions sur les politiques culturelles, de nouveaux outils d'analyse et d'évaluation qui changeront sans aucun doute l'image que l'on se fait des problèmes posés dans ces politiques et qui permettraient d'apporter un certain nombre de solutions. Amarrer finalement le droit des politiques culturelles et les politiques culturelles au droit de participer à la vie culturelle permettrait également l'application du principe de standstill à ces politiques qui s'applique déjà, mais de manière encore assez informelle, puisqu'il n'y a pas d'évaluation vraiment claire de ces politiques en termes de droit. Donc ce principe qui interdit toute forme de recul sensible dans la réalisation des droits fondamentaux permettrait ainsi de protéger le noyau dur des politiques culturelles qui permettent de réaliser la participation à la vie culturelle. Donc finalement, ce principe de standstill permettrait de garantir le maintien de certaines politiques culturelles contre des éventuelles velléités de libéralisation ou de privatisation totale du secteur. Enfin, l'intégration de la logique des droits fondamentaux dans les politiques publiques devrait permettre le développement d'une évaluation, on en parlera après, rigoureuse de ces politiques qui pourrait mobiliser des critères, des indicateurs et des méthodes qui sont déjà développés en matière de droits fondamentaux dans d'autres domaines. Voilà donc pour les aspects positifs de repenser les politiques culturelles à l'aune du droit de participer à la vie culturelle. Mais dans l'aspect négatif, on ne peut pas balayer d'un revers de la main les très nombreux auteurs qui ont critiqué les droits fondamentaux par rapport au déclin du politique qu'ils entraîneraient. Donc, les droits fondamentaux qui, au départ, étaient fondés sur des principes de droit naturel, donc sur une conception naturaliste des droits fondamentaux, étaient sévèrement critiqués. Marx considère que les déclarations révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle ne font que masquer les inégalités sociales et qu'en fait, ils ne profitent qu'à une société bourgeoise et aux intérêts capitalistes. Pour Burke, les droits fondamentaux ne peuvent être des prémices qui précèdent une organisation politique, ils sont nécessairement donnés par cette organisation politique. Ils ne sont pas métaphysiques. Marcel Gauchet, plus récemment, considère que les droits fondamentaux ont conduit à un déclin du politique, ainsi que de l'aptitude d'agir au niveau social, un déclin de l'action collective. L'autonomie individuelle qu'il prône aurait pris le dessus sur l'autonomie collective. Alors que l'autonomie individuelle avait été pensée comme renforçant l'autonomie collective, en réalité, selon cet auteur, la mise en avant des libertés s'est accompagnée de la dissolution des liens sociaux. Et il ajoute, en raison de leur nature essentiellement conciliatrice, consensuelle, les droits fondamentaux auraient conduit à un assèchement des conflits sociaux et culturels, conflits pourtant essentiels pour le maintien de la démocratie, puisqu'on peut considérer que la démocratie, c'est notamment la mise en débat des différentes conceptions du monde, la mise en conflit des différentes conceptions du monde. Donc finalement, à lire ces auteurs, le risque n'est pas mince de proclamer une fois pour toutes, à travers les droits fondamentaux, ce qu'est ou ce que doit être la nature de l'homme et ce que doivent comporter les droits fondamentaux. Puisque dans ce schéma, le risque est grand de voir le débat public, l'action collective et la démocratie finalement quelque peu disparaître. Bon, là c'est une vision évidemment assez noire de la question. De nombreux auteurs ont justement montré, pour s'en sortir, que la justification et la fin des droits fondamentaux résidaient précisément dans l'idée démocratique et que donc il était tout à fait possible de concilier l'idée démocratique et les droits fondamentaux. Donc, par exemple, Philippe Gérard de l'Université Saint-Louis, Claude Lefort, Alain Touraine notamment, développent une approche vraiment démocratique des droits fondamentaux. L'idée c'est que la démocratie est le principe à partir duquel les droits fondamentaux sont justifiés et qu'elle est également le principe à partir desquels qui détermine leur portée par rapport aux politiques. Dans cette conception démocratique des droits fondamentaux, les droits sont ouverts, sujets à évolution, sujets à débat, sujets à conflit. Ils ne sont pas fixés une bonne fois pour toutes. Donc l'idée, c'est que l'État démocratique fait l'épreuve des droits qui ne lui sont pas déjà incorporés. Il est le théâtre d'une contestation dont l'objet ne se réduit pas à la conservation d'un pacte tacitement établi, mais qui se forme depuis des foyers que le pouvoir ne peut entièrement maîtriser. C'est Claude Lefort qui explicite cette pensée. Mais donc, dans ce contexte, les droits fondamentaux sont constamment réinterprétés, reformulés, et des demandes pour de nouveaux droits
émergent constamment. Donc, dans cette conception démocratique, les droits fondamentaux, en fait, garantissent deux principes substantiels de la démocratie, l'autonomie et l'égalité. Ils permettent, bien sûr, d'établir des communautés démocratiques à travers des droits de participer au débat démocratique, mais ils permettent également à tous les citoyens d'y participer effectivement. Donc, dans cet esprit, ils constituent réellement les limites et les fins de la volonté collective et de la société démocratique. Donc, il y a une importance capitale à s'assurer que les droits fondamentaux ne deviennent pas des substituts de la politique, mais un vecteur de vitalisation de la démocratie, un moyen d'améliorer les capacités des individus à participer au débat démocratique et à reconstruire une vie politique collective. Donc, en fait, on retrouve ici l'idée de la démocratie délibérative, chère à Habermas, c'est-à-dire d'un modèle démocratique qui, contrairement au libéralisme et au républicanisme, insiste sur la sphère publique, c'est-à-dire laisse comme une sphère publique comme caisse de résonance des idées et des conceptions des uns et des autres. Donc l'idée, c'est que cette sphère publique est le lieu du débat où se rencontrent et s'enrichissent les différentes conceptions du monde et de la vie bonne, et que c'est dans cette sphère publique que doivent être particulièrement discutés les droits fondamentaux. Donc ce modèle-là permet donc de justifier la place des droits fondamentaux par rapport aux politiques publiques. Donc, à condition d'être le lieu de ce débat, à condition de maintenir une sphère publique riche et qui va mettre en conflit, qui va mettre en débat les différentes idées, de permettre aux citoyens de participer à cet espace public, alors, à notre sens, le droit de participer à la vie culturelle peut jouer un rôle positif et légitime dans la reconstruction, le renouvellement et l'approfondissement des politiques culturelles. Dans cet esprit, il faut par exemple considérer que le principe de standstill, donc qui interdit les reculs sensibles, sans justification, ne doit pas être un principe absolu. Isabelle Haché, qui a consacré sa thèse à ce principe, dit ainsi que ce n'est pas une société idéale que ce type de standstill absolu entend figer, c'est une société en panne d'avenir qu'il tenterait vainement de rassurer. Donc elle veut dire par là qu'il faut absolument que le standstill ne fige pas les choses, mais puisse au contraire préserver certains acquis et développer d'autres. Donc il faut donc penser, à la suite d'Isabelle Haché, que cette obligation de standstill relative, je la cite encore ici, si elle s'oppose à certaines remises en cause, c'est parce que le recul envisagé n'a pas pour ligne de mire un meilleur avenir, et non par dévotion excessive à l'égard d'un passé dont il n'aurait point questionné la légitimité, mais uniquement dans le but de faire progresser la question des droits fondamentaux et donc des politiques culturelles qu'il réalise directement. Finalement donc, l'avenir du droit de participer à la vie culturelle et du principe de standstill qui l'accompagne et qui est à notre sens un des principaux vecteurs d'effectivité, dépendra surtout de l'ouverture et de la fécondité du projet des droits de l'homme qu'elle est appelée à servir, et donc, et là je cite encore Isabelle Haché, de la capacité des responsables politiques et des citoyens à concevoir des politiques publiques un tant soit peu ambitieuses au regard des droits fondamentaux, et ajouterons-nous la capacité des citoyens et des institutions à discuter du contenu et de la portée des droits qu'ils entendent réaliser dans des politiques publiques. Donc, en conclusion sur ce sujet, il faut donc que le droit de participer à la vie culturelle et les réflexions qui se développent, comme aujourd'hui à partir de ce droit, permettent donc de contribuer à une refondation des politiques culturelles. Il ne faut pas s'arrêter simplement au constat que le droit de participer à la vie culturelle permet effectivement la justification des politiques culturelles et constitue en quelque sorte sa fin, juridique en tout cas. Au contraire, ces politiques culturelles sont appelées à enrichir la gamme des droits fondamentaux, soit en les faisant bénéficier d'une protection particulière, soit en permettant l'émergence de nouveaux droits. Donc, on doit aussi permettre les mouvements collectifs qui vont se poursuivre et réclamer des aménagements de nouveaux droits. En conclusion, donc, qu'est-ce qu'il faut donc retenir finalement ? C'est que les États et toutes les autorités publiques ont assurément l'obligation de respecter le droit de participer à la vie culturelle, de le protéger et de le réaliser. Autrement dit, il y a certainement une obligation d'agir, une obligation de développer des politiques culturelles. Mais cette obligation doit rester ouverte. Et les autorités publiques, les autorités démocratiques, les citoyens, disposent au nom de l'ajustement de la démocratie d'une marge de manœuvre importante dans la réalisation de ces droits. Les autorités publiques et les différents acteurs peuvent et doivent débattre et décider des orientations qui vont réaliser ces droits et leur contenu. Autrement dit, la relation entre droit culturel, droit de participer à la vie culturelle et politique culturelle est loin d'être fixée, établie, figée une bonne fois pour toutes.
il y a certes des interdictions formelles posées par le droit des droits fondamentaux, établir des discriminations directes ou indirectes, par exemple dans l'exercice du droit de participer à la vie culturelle. Ça, on ne sait pas revenir dessus, c'est interdit. Mais pour les obligations de protéger et de réaliser, il revient en fait à un débat démocratique de définir plus précisément les droits culturels et les politiques culturelles destinées à les mettre en œuvre. Notamment par rapport on peut penser à des sujets comme l'adaptation de l'environnement numérique, au droit de participer à la vie culturelle. Ça, évidemment, ça doit faire l'objet d'un débat démocratique. Il revient également aux autorités publiques de concilier le conflit, la tension inhérente entre les pôles égalité et liberté, autonomie, égalité, en relançant le débat, en redéfinissant les relations, notamment entre droits d'auteur, politique culturelle, etc. Il revient enfin de définir les moyens des actions publiques de protection, de justifier les saupoudrages ou pas, et les priorités. Et enfin, il revient aussi d'évaluer ces politiques culturelles. Donc bref, en fait, toutes ces tâches, toutes ces missions dépassent de très loin la mission des chercheurs en droit, que nous sommes, et que certains d'entre vous sont aussi également, mais en fait, elle appelle un débat de vous tous, de nous tous, sur ce que l'on veut comme politique culturelle, ce que l'on veut comme droits fondamentaux culturels. Donc elle appelle également un élargissement de l'espace public culturel où rentrent en conflit plusieurs visions de la société juste, plusieurs visions des politiques culturelles. Donc cette définition doit évidemment respecter certaines limites procédurales et substantielles, mais il faut qu'un débat constant sur l'adaptation de ces droits, de leur contenu et de leur lien avec les politiques culturelles soit mené. Alors, à titre maintenant, dans le temps qui me reste imparti, à titre maintenant de citoyenne, mais là, ça n'engage que moi, je vais ici proposer quelques débats, à mon avis, qui doivent absolument être menés pour justement analyser les politiques culturelles en lien avec le droit de participer à la vie culturelle. Premier débat à ouvrir, c'est certainement celui de la place de la culture à l'école. Pas seulement de l'accès, mais aussi de la participation. C'est le débat à ouvrir sur, finalement, repenser la dimension culturelle de l'enseignement pour permettre un accès pour tous et réellement ancré dans l'enseignement et dans l'éducation, mais également pour permettre un réel dialogue interculturel qui permette la connaissance des autres cultures présentes sur le territoire, la connaissance de toutes les cultures et le dialogue entre elles, avec des pratiques artistiques, mais pas seulement. Donc là, à mon avis, c'est un premier chantier qui doit être ouvert. Deuxième chantier à réouvrir, deuxième débat à lancer, c'est sans doute celui de la connexion entre les politiques culturelles et les politiques audiovisuelles et de la société de l'information. À mon sens, c'est impossible de penser le droit de participer à la vie culturelle dans le seul champ sectoriel des politiques culturelles. Il faut repenser les règles relatives à l'économie de la culture et ouvrir de nouvelles missions de service public, réfléchir autrement l'action publique dans ce domaine. Troisième débat, très rapidement, c'est l'ouverture des politiques culturelles au point de vue de la participation. Se demander si on n'a pas des priorités, des communautés, des groupes d'individus qui sont prioritaires dans les politiques de participation à mettre en œuvre. C'est une question que je pose. S'il n'y a pas des voix qui ne sont vraiment pas entendues, qui ne sont pas relayées au niveau politique, et que ces voix, ce serait justement l'objet primordial des politiques culturelles à mettre en œuvre. Donc ça impliquerait de revoir les mécanismes d'aide, de financement pour qu'ils soient plus flexibles justement à ces voix que l'on n'entend pas, à ces visions de la société juste qui n'arrivent pas à émerger de l'espace public. Et deuxièmement, de revoir également les règles gouvernant la participation de l'ensemble des citoyens et des groupements aux politiques culturelles qui sont consolidées dans le pacte culturel qu'il faudra donc revoir. Voilà, donc ça c'était, à mon estime, les débats qu'il va falloir réouvrir dans ce vaste débat démocratique sur le contenu et la portée du droit de participer à la vie culturelle en lien avec les politiques culturelles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment Céline. Je vais essayer de ne pas faire de bruit. Je voudrais simplement dire, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure et je m'en excuse, que Céline est chargée de recherche du FNRS et qu'elle est chargée de cours invitée à l'université de Louvain-la-Neuve, de Saint-Louis et de l'ULB. Voilà, une précision nécessaire. Vous aurez mesuré la compétence, la clarté, l'efficience pédagogique de Céline Romainville. Je la remercie en tout cas pour cette intervention. Nous allons y revenir tout de suite, mais je lui redonne la parole pour qu'elle puisse, en quelques mots, nous avons le temps,
qu'elle puisse effectivement faire l'exposé qu'elle souhaitait faire pour pallier tant que faire se peut à l'absence que nous regrettons de Serge Regour de l'Université de Toulouse. Oui, donc là, par contre, ça va sans doute être un peu moins clair. Mais donc, je vais juste situer... en fait, ce qu'on attendait de Serge Regour, c'est qu'il situe la notion de droit de participer à la vie culturelle, donc la notion juridique de droit de participer à la vie culturelle dans ses liens avec les politiques culturelles, par rapport à d'autres notions juridiques, politiques et juridiques, qui, elles, sont bien ancrées dans les politiques culturelles. Et on attendait à ce qu'il nous parle dans ce débat de l'exception culturelle et de la diversité culturelle. Donc, je vais dire quelques mots sur ces notions. Donc, c'est clair que ces deux notions ont, elles, par contre, connu une juridicisation bien plus importante que le droit de participer à la vie culturelle dans le domaine des politiques culturelles, et que s'il y a bien des notions juridiques qui vont gouverner les politiques culturelles, c'est ces deux-là, bien plus que le droit de participer à la vie culturelle. Bon, très rapidement sur l'exception culturelle. Donc, l'exception culturelle, c'est une notion essentiellement pragmatique. Vous savez que c'est l'omission provisoire à réévaluer tous les 5 ans de la liste des services à libéraliser, des services audiovisuels. Donc, ce n'est pas tous les services culturels qui sont concernés, c'est en fait une exception audiovisuelle, c'est uniquement les services audiovisuels, cinéma et œuvres audiovisuelles. Le but de l'exception, ça se lit dans le terme, c'est défensif, c'est lutter, c'est exclure des règles sur la libéralisation des services un certain nombre de services qualifiés d'audiovisuels. C'est la fameuse phrase « la culture n'est pas une marchandise comme les autres ». En fait, l'audiovisuel n'est pas une marchandise comme les autres. Donc, elle ne se voit pas appliquer une série de principes gouvernant la libéralisation imposés par l'OMC. Donc, c'est par exemple l'obligation de non-discrimination entre services étrangers et nationaux, clause de la nation la plus favorisée, traitement national, etc. Cette exception est donc provisoire, on la renégocie tous les 5 ans. On a eu là récemment un débat sur le mandat que les États membres donnaient à la Commission pour renégocier l'exception culturelle contenue dans les accords de l'OMC. Alors, en fait, justement maintenant, la diversité culturelle, c'est quoi par rapport à l'exception culturelle ? C'est intéressant, on constate en 1999 un glissement sémantique. Le mandat justement donné par les États membres à la Commission européenne pour renégocier l'exception culturelle devient non pas la préservation de l'exception culturelle, mais de la diversité culturelle. Pourquoi ? C'est un peu comme les droits culturels, parce que c'est plus consensuel, parce que ça fait moins conflit, parce que ça fait moins lutte directe, protectionnisme, etc. Donc on préfère ce terme qui a lui-même une histoire indépendante à l'époque, qui provient du contexte UNESCO sur le développement de la culture anthropologique au sens anthropologique comme solution au développement, etc. Donc cette notion de diversité culturelle est perçue comme étant donc politiquement plus sexy, oserais-je dire, que la notion d'exception, et donc elle va recevoir un succès assez important qui va aboutir à la conclusion de la Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles, mais convention qui ne supprime pas l'exception culturelle. Le discours rhétorique, c'est que l'objectif, c'est la diversité culturelle et le moyen, c'est l'exception. En fait, on pourrait se demander si c'est pas l'inverse, mais ça, voilà, je vous laisse libre. Mais donc voilà, une convention est adoptée en 2005 qui reconnaît la spécificité de la culture par rapport au commerce, qui reconnaît, mais c'est un peu redondant, mais la souveraineté des États de mener des politiques culturelles. Cela étant dit, ils sont aussi souverains de libéraliser les secteurs. Donc ça ne change pas grand-chose, mais enfin soit. Par contre, elle reconnaît aussi la notion de service public. Bon, par contre, je ne reviendrai pas ici sur les nombreux défauts de cette convention. Pas d'arbitrage réel avec les conflits posés par la libéralisation des services. Pas donc d'arbitrage avec les droits d'auteur, qui sont complètement absents de la convention. Une certaine dilution anthropologique des enjeux. Les obligations pour les États restent très très molles, donc le contenu normatif de la convention est quasi inexistant. La convention hésite toujours entre promouvoir le libre-échange et promouvoir des politiques protectionnistes. Il n'y a pas de financement et il y a de toute façon une subordination dans les faits aux droits de l'OMC, puisqu'il n'y a pas de mécanisme de règlement des conflits autre que les voies diplomatiques. Donc qui aura le dernier mot ? Ce sera toujours les panels de l'OMC. Donc finalement, cette convention, dont le concept juridique reste relativement insaisissable, finalement, elle ne résout pas les choses. C'est pour ça qu'on peut se demander si, en fait, le concept juridique vraiment présent, c'est pas plutôt toujours simplement l'exception culturelle, qui a elle-même subi beaucoup de critiques, parce qu'on peut se demander si la simple préservation des quotas
et des mécanismes de financement de l'audiovisuel est vraiment une politique culturelle, dans le sens où on peut se demander si ces deux mécanismes permettent vraiment l'élargissement de l'espace public, etc. En fait, l'exception culturelle, c'est plus certainement la protection d'une production nationale, véhiculant une certaine idée de l'identité nationale, plus qu'autre chose. Et donc, voilà. Donc, par rapport à ces deux notions, comment est-ce qu'on peut situer le droit de participer à la vie culturelle ? Simplement, on peut conclure que l'outil juridique du droit de participer à la vie culturelle est bien moins souvent invoqué que les notions d'exception de diversité culturelle. Cependant, il ressemble un petit peu à ces notions parce que même s'il est invoqué, en fait, ce qui est le plus présent dans les politiques culturelles, les notions juridiques les plus présentes, c'est les notions de libéralisation, en fait, puisque c'est ces notions-là qui s'imposent le plus aux politiques culturelles. Donc voilà, donc en fait, les principaux éléments de la réalité de la juridicisation des politiques culturelles, c'est finalement les principes des 4 libertés de circulation, de la non-discrimination des services, et donc de la libéralisation de pans entiers des politiques culturelles et de certains pans de manière partielle. Voilà, c'est ce qu'on imaginait que Serge Regour allait nous dire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.